bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Evelyne Neuterbroek. Bonjour. Bonjour. Alors, députée bruxelloise écolo, avec vous, on va parler de sujets internationaux, mais pas que, on va parler aussi d'une Coupe du Monde. Mais d'abord, on va parler de l'OTAN, puisque le sommet de l'OTAN démarre ce soir, puisque Donald Trump, notamment, arrive pendant la soirée, ce mardi soir. Et donc, c'est 2 jours de sommet à Bruxelles. Bruxelles mobilisée pour accueillir ces dizaines de chefs d'État et de chefs de gouvernement pour un sommet de l'OTAN qu'on dit important, parce que chaque fois, les États-Unis, notamment, disent aux autres pays « vous ne contribuez pas assez ». Est-ce que ça veut dire que l'OTAN risque de disparaître un jour avec toutes ces mises en garde américaines ? Alors, ce n'est pas encore à l'ordre du jour parce que Trump n'est pas encore allé jusque-là, même si c'est un homme qui est totalement imprévisible et qu'on ne sait pas ce qu'il va nous dire dans les 2 jours qui viennent, même ce qui est vraiment très inquiétant parce que même ses collaborateurs n'ont pas pu préparer ce sommet parce qu'on ne sait pas ce que Trump va tweeter demain matin. Parce que c'est ça qui est un petit peu le malheur, c'est que cet homme, en plus d'être sexiste, est hyper militariste est complètement imprévisible, ce qui est dangereux, évidemment, en matière de politique, dans d'autres matières aussi d'ailleurs. Mais donc ici, effectivement, il revient toujours avec le même discours. Les Européens ne contribuent pas à 2% du PIB consacré à la défense. Mais il a raison, c'est vrai, parce que quand on regarde les chiffres de la Belgique, par exemple, la Belgique, même si elle a un petit peu augmenté, elle est à 0,93% de son produit donc intérieur brut, c'est-à-dire toutes les richesses du pays, le revenu du pays. Elle est vraiment en queue de peloton. Alors, il a raison, il n'a pas raison. Il a raison si on prend le chiffre brut aujourd'hui, il n'a pas raison si on regarde la progression qu'il y a eu ces dernières années. Puisqu'on voit qu'entre 2016 et 2017, pour l'Europe, il y a déjà eu une progression d'un peu plus de 5%, et entre 2017 et 2018, à peu près 3%. Donc, il y a clairement une conscientisation du fait qu'il faut augmenter cette contribution, au moins en tout cas pour arriver avec les États-Unis à un juste partage. Et donc, il y a une progression qui se fait. Mais donc, on sait aussi, évidemment, la politique hyper militariste de Trump et aussi sa manière de négocier ou de ne pas négocier, parce que ce ne sont pas des négociations. Et donc, c'est aussi ça le problème. C'est aussi la question qu'on sait que par rapport aux questions de relations internationales, encore une fois, nous avons un Trump qui est totalement imprévisible. Après avoir serré la main du président de Nord-Corée, eh bien, ici, lundi, il va se retrouver en face de Poutine. On ne sait pas non plus ce qui va se passer. Donc, on ne sent pas quelle est la dynamique, quelle est la politique véritablement de défense internationale avec un Trump qui a déjà goûté le feu quand même à pas mal d'endroits dans ce monde. Alors, est-ce que ce qu'il demande, est-ce que c'est pour pouvoir économiser de l'argent ou pour que ça rapporte plus d'argent à l'industrie américaine d'armement? Parce qu'on essaye de vendre ses avions, notamment à la Belgique. Totalement. C'est peut-être un peu essayer de gagner sur les 2 plans, non? Alors, ma réponse va peut-être être simpliste. Moi, je ne sais pas ce que veut M. Trump parce que nous avons l'impression que c'est d'abord de la musculation qu'il fait. Dans tous les domaines. On peut prendre ce domaine de la défense, comme on peut prendre d'autres domaines aux États-Unis, comme on peut prendre la question climatique. Je sors de l'appel de Paris. Je sors de l'accord de Paris. Mais en attendant, nous savons très bien que dans les textes, il va lui falloir plus de 5 ans pour y arriver. Et donc, c'est tout le temps de la politique à l'emporte-pièce. Moi, je dirais que ce n'est pas de la politique. Ce sont des déclarations via des réseaux sociaux. Ce sont énormément d'effets d'annonce qui font parfois très très mal. On a vu, là, ce n'était pas un effet d'annonce, c'était une politique. L'enfermement des enfants, en tout cas... et des migrants qui avaient passé la frontière, des migrants mexicains et d'Amérique latine pour revenir en arrière par après. Et donc c'est tout le temps comme ça. C'est dangereux évidemment. Et pour l'Europe évidemment qui a besoin de resserrer les rangs aussi, mais d'avoir un accord avec les États-Unis sur ces questions de défense, c'est terriblement déstabilisant. Est-ce que c'est une chance pour l'Europe? Parce qu'on a dit ça lors du précédent sommet européen, enfin du sommet de l'OTAN. On s'était rendu compte que Trump était déjà assez négatif vis-à-vis des Européens. Et on s'est dit c'est peut-être une chance d'obtenir un jour une défense européenne et une véritable politique étrangère européenne. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent cela? Je suis optimiste, mais peut-être pas d'aller jusque-là. On peut le voir peut-être comme une chance, dans ce sens-là, c'est vrai. Si on pouvait avoir confiance dans une Europe qui était plus forte dans tous les domaines et qui avait plus de cohérence et de solidarité entre les pays européens.
Et ça, malheureusement, si vous prenez d'autres politiques, on peut aller de la migration, on connaît la situation, à la question environnementale, mais à d'autres questions aussi, les questions de taxation, par exemple, les questions de mobilité. On voit que malheureusement, on souffre, je ne vais pas dire d'un démantèlement de l'Europe, mais en tout cas d'un genre de déliquescence qui est véritablement très dangereux, parce que sans Europe, sans cette solidarité, eh bien, on peut craindre effectivement pour l'avenir. Et nous, en tout cas, comme écologistes, nous sommes véritablement pour poursuivre une Europe, mais attention, pas n'importe quelle Europe. Plus d'Europe sûrement, mais beaucoup mieux d'Europe. Et une Europe qui soit beaucoup plus solidaire, beaucoup plus verte et beaucoup plus ouverte. Mais ce n'est pas le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est ce que vous dites, même si c'est ce que vous désirez. On voit avec le Brexit, par exemple, ça suscite encore beaucoup de problèmes. Hein. En Grande-Bretagne, le gouvernement est en pleine implosion à cause de cette problématique du Brexit. Et est-ce que l'Europe intéresse suffisamment les Bruxellois? Parce qu'il se passe beaucoup de choses en international et sur l'Europe, et on n'a pas toujours l'impression de s'y intéresser suffisamment. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité du côté des autorités belges, du côté même des autorités régionales. Et je l'ai dit très souvent, on fonctionne en vase clos. Du côté du Parlement bruxellois, du côté du Parlement fédéral et du côté de l'Europe. Or, on est en plus au cœur de l'Europe, dans la capitale de l'Europe, il ne faut pas demander dans les autres pays. Et donc, moi, je suis vraiment très, très favorable aussi à ce que, même au niveau local, on parle plus d'Europe. Parce que l'Europe, c'est effectivement aussi du quotidien. Je me souviens, quand j'étais ministre de la rénovation urbaine, on a beaucoup travaillé sur les fonds structurels européens. On a reçu beaucoup d'argent de l'Europe, qu'on a mis dans des rénovations le long du canal, par exemple. Et quand arrivait le moment où on pouvait dire aux Bruxellois, ben voilà, on a fait ça avec l'Europe, et il y a des dizaines, des centaines de millions dans ces rénovations, l'Europe était absente. L'Europe n'arrive pas à se vendre. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que... C'était à vous, à l'époque, en tant que ministre, à aussi dire que c'était l'Europe et pas seulement la région. Ah non, on l'a fait. On l'a fait, évidemment. Mais quand vous inaugurez quelque chose et que vous êtes seul à dire, ben voilà, l'Europe est là. Et le problème, c'est la personnification. Vous symbolisez la région et pas l'Europe, effectivement. C'est que la personnification de l'Europe n'y est pas. Or, pourtant, c'est un vrai besoin aussi. Regardez les jeunes. On voit ce qui va se passer au Brexit. Les jeunes Anglais sont évidemment désespérés. La question de l'Erasmus, la question de la mobilité des jeunes dans toute l'Europe. Si l'Europe se délite, c'est un véritable problème pour nos générations futures. Donc ça veut dire qu'il faudrait davantage, par exemple, de réunions interparlementaires entre Parlement européen, Parlement fédéral et Parlement bruxellois pour parler de sujets concernant l'Europe? Totalement, et c'est notre responsabilité. Donc vous le savez, je suis aussi au comité du Parti vert européen, et donc à ce titre-là, je plaide vraiment pour du local au global et du global au local. L'Europe nous concerne tous à tous les niveaux. Et donc, c'est vraiment de démontrer que ce que nous faisons aussi dans nos communes peut avoir un lien direct avec des questions européennes. Mais surtout aussi à nos députés européens, c'est de descendre dans la rue. C'est de quitter effectivement le rond-point Schuman ou leur bâtiment pour découvrir ce qui se fait dans la rue, mais aussi pour porter cette parole européenne. Et dire que sur des questions d'énergie, que sur des questions d'environnement, que sur des questions de mobilité, sur des questions sociales, sur des questions culturelles même, eh bien oui, on n'y arrivera que si on va du local au global. Alors, on va revenir sur Bruxelles. Il y avait en commission d'infrastructure une discussion entre l'écolo, votre collègue Céline Delforge, et le ministre Smet. Et elle a proposé, Céline Delforge a dit, puisqu'on manque de femmes à la STIB, c'est vrai qu'on essaye d'encourager avec des parrainages l'engagement de femmes, pourquoi ne pas y autoriser le port du foulard pour encourager finalement davantage de femmes à se présenter? Alors je vous demande votre réaction à cela, je vous en propose 3. La première, c'est luttons contre les discriminations. La deuxième, c'est la STIB doit rester neutre, ce que le ministre Smet a dit. Et 3, les élections approchent. Ça, c'est ce que les mauvaises langues disent. Alors, quelle est votre réaction? Ma réponse sera directe et facile. Luttons contre les discriminations. Et quoi?
Et là, c'est une discrimination pure que dans des sociétés publiques comme la STIB, on refuse les ports de signes distinctifs comme le voile. Mais Céline Delforge, en commission, elle a pris l'exemple d'Actiris. Vous savez qu'il y a eu, en tout cas, ce cas d'Actiris, où il y a eu une condamnation récente d'Actiris qui n'avait pas autorisé à des femmes de porter le voile. Et donc, ils ont été condamnés. Et ça a été son argumentation, en disant, voilà, du côté de la STIB, vous risquez aussi une condamnation. Pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas les portes à cela ? En plus, il y a eu des comparaisons. Bon, comparaison n'est pas raison, mais regardez quand même certains pays. D'accord, peut-être plus anglo-saxons, mais vous voyez qu'il n'y a pas cette interdiction et que cela se passe de manière tout à fait sereine. Donc, je pense que là, effectivement, il y a sûrement une ouverture qui doit être faite. Mais c'est un sujet de programme ? Ce n'est pas du tout un sujet de programme, non, pas du tout. Non, on va être clair. La lutte contre les discriminations est un grand sujet de programme, ça c'est sûr. Alors, on va passer maintenant à ce qui intéresse beaucoup de monde. On ne va pas dire tout le monde, parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas le football et qui ne le regardent pas. Donc la Coupe du Monde, la demi-finale de ce soir. Ouais. Donc à l'heure où nous parlons en direct, évidemment le match n'a pas encore eu lieu. Hein, donc d'abord un pronostic. Et on verra si vous aurez raison. Alors, je l'ai dit toute la journée, j'ai dû 3-2. Pourquoi 3-2 ? Si vous avez vu, il se fait qu'en 1904, le premier match qui s'est fait et qui c'était entre la France et la Belgique et qui a créé d'ailleurs la FIFA, la fédération, c'était 3-3. Donc je me suis dit, depuis 1904, on s'est sûrement, et j'ai regardé quasiment tous les matchs des Belges, on s'est amélioré. Allez, 3-2. 3-2. Et en plus, vous êtes aux couleurs de la Belgique, vos chaussures sont jaunes. On s'attend à un effet Coupe du Monde sur l'économie, sur l'état d'esprit de tout le monde. Vous y croyez à ça, cet effet Coupe du Monde ? J'y crois, mais à très court terme. J'y crois et franchement, je pense que ça fait du bien, effectivement, à l'humeur, même au vivre ensemble. Parce que je vois, d'ailleurs, toutes les émissions sont faites, on voit ce qui se passe en Flandre, on voit ce qui se fait en Wallonie et à Bruxelles. Il y a un rapprochement qui fait du bien. On parlait d'Europe tout à l'heure, il y a énormément de communautarisme, de nationalisme. À une heure où on vit cela, je trouve que le renforcement des liens entre les Belges est plutôt une bonne chose. Mais ici, ce n'est pas du nationalisme belge, justement ? Non. Moi, je ne le prends pas comme ça. Franchement, je pense qu'effectivement, il y a un engouement. Et puis, je suis aussi très sportive et je milite aussi pour le respect dans le sport et le fair play. Et je pense que c'est important aussi de voir quand il y a des beaux actes dans le sport, quand il y a des joueurs comme en Belgique, comme ça, multiculturels, cette équipe qui est homogène. Voilà. Merci Evelyne Nottebroek. Demain, je recevrai Olivier Minguin. D'ici là, bonne journée, bonne soirée, bon match.